Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Céline Pina, une société multiculturelle est-elle viable? Deuxième et dernière partie. Et alors comment justement expliquez-vous que l'État soit aussi complice de la désagrégation de la société française? Parce qu'on a effectivement des stratégies opportunistes, on a des stratégies d'aveuglement, on a des stratégies gestionnaires, mais à l'échelle de l'histoire, on est en face d'un État, d'un appareil d'État qui est en train de consentir à la destruction de sa propre société. En tout cas, on peut avoir le sentiment que nos hommes politiques ne savent plus finalement ce qu'ils incarnent. Qu'est-ce qu'ils portent, quel est le commun qu'ils incarnent, quel est l'intérêt général qu'ils sont censés porter. Et c'est extrêmement... si on pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'imaginaire français se constitue dans une projection et qu'on devient en fait citoyen en partageant un projet commun, à ce moment-là, l'État incarne ce projet commun. Et il l'incarne dans un certain nombre d'institutions. Si le politique se définit lui-même comme neutre, quelle est sa légitimité? Quel est son droit à agir? Si vous n'inscrivez pas de légitimité dans les principes auxquels vous êtes adossé, à ce moment-là, tous ces principes deviennent soit critiquables, contestables en tout cas, et ne permettent plus aux gens de savoir ce qui les relie entre eux en tant que citoyens. Et ça, je reviens sur ce que j'ai raconté sur cet homme politique disant mais finalement en refusant d'incarner quoi que ce soit et en choisissant la neutralité, je fais mon boulot. Ça n'est pas vrai. Je détruis en fait ma société parce que je détruis le lien qui unit toutes les personnes entre elles. Or, cela a des implications extrêmement fortes parce que si nous ne sommes plus une société politique constituée autour d'un certain nombre de valeurs partagées et d'une définition de l'intérêt général, alors à ce moment-là, pourquoi devrions-nous payer les uns pour les autres? Pourquoi devrions-nous être solidaires au-delà des questions de génération, au-delà de notre positionnement social, au-delà de nos croyances? Vous n'avez plus de principe de transcendance en fait. Et sans transcendance, vous ne créez pas de lien entre les personnes. Et on aboutit à une archipélisation complète de la société et à une explosion du corps social. Autrement dit, les gens ne sont plus que des individus. Et d'ailleurs, on s'en rend compte puisque aujourd'hui, vous avez une hystérie des droits individuels au point même qu'on en arrive à expliquer que finalement, le sexe n'existe pas. Il n'y a plus que le genre, et le genre étant une construction sociale, tout le monde peut choisir d'être homme, femme, ni homme ni femme, grille-pain ou pelle à tarte, je n'en sais rien. Mais en tout cas, on arrive à une explosion des droits individuels qui est concomitante avec un refus complet de tout devoir les uns envers les autres. Et cette logique-là ne peut pas constituer des sociétés politiques viables.
Et je pense qu'on en arrive à une situation où les hommes politiques ne se sentent à la fois non plus d'autorité, parce qu'ils ont eux-mêmes sabordé leur légitimité. Et donc, dès que l'État agit, il est ressenti comme étant violent, comme étant castrateur, alors que toute la logique normalement de l'État, c'est d'assurer finalement à la société les bonnes conditions pour pouvoir se développer. Mais pour ça, encore faut-il savoir qui on est, où on va et pourquoi on y va. Et toute la question qui aujourd'hui est évacuée, c'est la question de l'objectif, du but. Quel est le projet commun que nous portons ? Aujourd'hui, nous n'en savons plus rien. Vers quel avenir nos hommes politiques nous dirigent ? Nous n'en savons plus rien. À tel point que, par exemple, la question de l'énergie que nous sommes en train d'affronter nous montre à la fois à quel point les enjeux sont forts et à quel point la réponse politique paraît faible. On n'a même pas une vision à quelques années de la façon dont on pourrait réagir à un effondrement qui est quand même devant nous, dans lequel les énergies fossiles bientôt deviendront de plus en plus compliquées à mettre en œuvre. On se dirige vers des temps de pénurie. L'énergie, c'est quand même la base de tout ce qui fait fonctionner une société. Or, aujourd'hui, on est en pleine crise et on n'a aucune réponse politique. Et alors pour l'instant, c'est une situation que tout le monde ressent plus ou moins, et de manière plus ou moins aiguë. Et en même temps, on a, sous ce discours officiel où tout va bien, même si ça va de plus en plus mal, on a un certain nombre de manifestations qui sont de moins en moins discrètes. Donc on a parlé de l'islamisme, on a parlé un peu du racialisme, on a parlé de la question de l'intégration, du communautarisme, on a la question de la délinquance aussi, qui commence à prendre un relief assez particulier. On change même de forme de délinquance. Vous avez écrit un certain nombre d'articles extrêmement assez intéressants sur la question. Est-ce que vous faites le lien entre tous ces domaines qui sont plus ou moins ou liés ou séparés en fonction des interlocuteurs? Est-ce que vous reliez la question de l'immigration avec la question de l'islamisme, la question de la délinquance, par exemple? Et de quelle manière? Je pense que la question derrière tout ça est l'ensauvagement de la société. De façon extrêmement claire, on le voit, y compris dans l'impossibilité de débattre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand deux personnes se mettent à débattre autour de sujets un petit peu clivants, en règle générale, ça tourne à des logiques d'accusation mutuelle, tout un nœud entre ressentiment, culpabilité, violence larvée. Et finalement, l'opposant n'est plus un adversaire, ça devient un ennemi. Et cette logique de l'ennemi est une logique extrêmement binaire. En fait, les sociétés occidentales ont essayé de dépasser cette logique de l'ennemi, ont essayé de trouver autre chose et sont fondées normalement sur le débat. Comme, en fait, l'idée, c'est qu'en opposant la raison des hommes, on finit finalement par trouver suffisamment de commun pour pouvoir créer une base sociétale. Quand vous avez des personnes qui arrivent d'un autre monde ou d'une autre sphère culturelle, comme on le dit, le fait d'arriver dans un autre pays, de devoir complètement changer sa manière d'être et de faire, est une grande violence. En plus, en général, quand vous arrivez dans un pays, vous n'êtes pas au top, vous ne maîtrisez pas les codes, vous n'avez peut-être pas non plus reçu la même éducation. Bref, tout cela va demander des efforts impressionnants malgré tout. Et ces personnes qui vont se retrouver, qui arrivent dans un pays comme ça, ont tendance à se regrouper entre elles. Pourquoi ? Parce que finalement, on fonctionne de la même manière, on a les mêmes points de vue, donc on a tendance à se rapprocher des gens qui nous ressemblent. Cette logique, qui est une logique humaine, favorise la constitution de ghettos et donc empêche en fait l'intégration dans la société. Et là va se poser aussi cette question. C'était assez intéressant, c'est Mark Wetzman qui raconte en fait comment se passe après la colonisation l'arrivée notamment des Algériens, des Marocains ou des Tunisiens, mais plus particulièrement des Algériens. Ce qu'il va expliquer, c'est que
à l'époque, tout le mouvement, par exemple, le FLN, voit partir tout d'un coup les gens qu'il est censé avoir libérés de l'oppression coloniale. Il voit une partie de sa population partir et aller travailler chez l'ancien occupant. Ça pose quand même un gros problème. Et à ce moment-là, on va passer des accords particuliers avec ces pays-là. Et dans ces accords-là, on accepte finalement de faire vivre une sorte de mythe qui serait celui que ces gens viennent travailler, mais repartiront dans leur pays. Et on a par exemple une scène qui se passe, je crois, dans les années 90, où vous avez Hassan II, qui est roi du Maroc à l'époque, qui arrive à une émission de 7 sur 7, dans laquelle il explique que les Marocains ne pourront jamais être intégrés et devenir réellement français, parce qu'ils sont avant tout, ils doivent être avant tout fidèles à leurs origines. Et cette mentalité-là, nous, on va l'accepter au point que quand ces immigrés-là arriveront dans notre pays, on dira non, mais ils n'ont pas besoin d'être intégrés, vu que de toute façon, ils vont repartir chez eux. Et c'est pas vrai. En fait, non, ils vont s'installer, ils vont faire souche, ils vont prendre racine. Sauf que on leur dit toujours, quelque part, que s'ils deviennent vraiment complètement français, c'est une trahison de leur origine. Et ce conflit de loyauté tel qu'il est installé ne permet pas de trouver sa place dans la société. Et quand vous ne pouvez pas trouver votre place dans la société, eh bien, vous allez raconter une histoire dans laquelle vous êtes opprimé par cette société-là. Et si vous êtes opprimé par cette société, vous ne lui devez rien. Finalement, tout ce que vous pouvez lui prendre sans donner en échange, c'est jamais qu'une juste compensation. Cette logique-là ne permet pas finalement de tisser des liens et de faire société ensemble. Et je pense que ça explique en partie aussi un basculement vers la délinquance, c'est-à-dire que comme vous n'avez pas votre place, eh bien vous agissez en prédateur. Pour ceux qui, en revanche, vont être clairs dans leur tête et vont se dire mes enfants, ils vivront ici, ils s'installeront ici, ils se développeront ici, et je suis parfaitement à l'aise avec ça, vous allez voir que ces enfants-là trouveront leur place. Donc, ce n'est pas une fatalité. Ces liens existent, mais s'ils ne sont pas une fatalité. Et si on est dans cette situation-là, c'est peut-être aussi parce que nous ne sommes pas assez fiers de ce que nous sommes pour pouvoir le proposer comme étant finalement un cadeau, comme étant un choix possible. Après tout, si la personne n'a pas envie de faire ce choix-là, elle peut très bien repartir là où elle va trouver un monde qui lui convient. Mais en attendant, est-ce qu'on a vraiment offert la possibilité aux gens que l'on accueillait de trouver leur place? Je ne suis pas sûre que la réponse soit oui, évidemment. Alors vous décrivez un monde dans vos différents articles, vous décrivez à la fois une société française, d'une manière européenne, peut-être qu'on peut généraliser aussi, qui retourne à une logique de clan, de communauté. Et en même temps, dans un entretien, vous aviez évoqué la situation des pays de l'Europe en face de l'Union européenne. Et vous parliez d'un système de vassalisation, d'un retour à une logique de féodalisme. Est-ce que vous voyez derrière, à travers cette articulation entre le clanisme à la base et un féodalisme institutionnel, est-ce que vous voyez un ordre qui se dessine derrière le chaos apparent de ce qui se passe, de ce qu'on a sous les yeux? Le spectacle de l'actualité est plutôt une déliquescence, une désagrégation. On a l'impression que la société est en train de désagréger entre nos mains. Est-ce que vous voyez un ordre qui serait derrière en train d'émerger? Un ordre quel qu'il soit, même non moderne, non occidental, mais dans beaucoup de choses que vous dites, il y a énormément d'évocations d'un monde non moderne ou pré-moderne qui sera en train de revenir. Alors là, pour le coup, il faudrait lire le dernier livre de Stéphane Rosès sur l'imaginaire français, qui aborde ces questions-là d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. Lui, ce qu'il va expliquer, entre autres, c'est que finalement, vous avez, à la sortie de la guerre, quand on crée l'Europe,
quelle est l'idéologie qui habite Jean Monnet? C'est le fait que si on imbrique les intérêts de manière extrêmement forte, il n'y aura plus de guerre possible, puisque les pays seront tellement liés les uns aux autres qu'ils n'auront plus d'autre choix. Mais il y a aussi un deuxième problème qui se pose derrière cette constitution de l'Europe, c'est l'idée que finalement les peuples sont dangereux. Que ces peuples, parce qu'ils ont une identité particulière, ne peuvent pas se fondre les uns avec les autres. Et donc la possibilité de guerre est induite dans l'idée même de constitution de la nation. Donc que vont proposer à ce moment-là ces technocrates? Parce que les gens qui ont fondé l'Europe sont avant tout des technocrates plus que des politiques. Ils vont dire, c'est simple, les peuples sont un problème, donc le meilleur moyen de le contourner, c'est de faire en sorte que ce soit des organisations internationales qui finissent par être productrices de normes, et que ces normes encadrent tellement les peuples que finalement, il n'est plus d'identité propre. Et donc, on les désarme complètement. Le seul problème, c'est que dans cette logique-là, ce qu'on tue, avant tout, c'est la démocratie et la légitimité du pouvoir, parce que la souveraineté est avant tout populaire. Si vous détachez la souveraineté populaire de l'exercice du pouvoir, vous avez donc un pouvoir qui n'a plus de base. Il n'a plus de base en termes de valeurs, de principes et d'idéal. Il n'a plus de base en termes institutionnels. Et à partir du moment où vous castrez la souveraineté populaire, c'est la nation que vous abattez et c'est la possibilité d'expression des peuples que vous réduisez. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certes, on a obtenu la paix pendant un temps certain, mais aujourd'hui, on voit la guerre revenir en Europe. Et on voit dans ce qui nous arrive d'un point de vue industriel, ce qui se passe quand un pays comme la France refuse de défendre ses intérêts et sacrifie son outil nucléaire, aux obsessions idéologiques de l'Allemagne, qui, elle, de toute façon, n'avait pas d'outils nucléaires et dont, finalement, les choix qu'elle a su imposer à l'Europe ont complètement désarmé à la fois l'outil industriel et la capacité énergétique de la France. Et tout cela se passe sans que jamais les peuples ne soient associés à des décisions qui sont pourtant essentielles pour leur avenir. Donc, il y a un abattement de la logique démocratique et qui nous ramène finalement à des logiques féodales, parce que si vous ne pouvez plus vous organiser en société politique sur la base de la nation, qu'est-ce qui vous reste ? Comment est-ce que vous allez légitimer l'avenir de cette Europe ? Alors, ce qui a l'air de se profiler est une logique de lobby à la fois industrielle et communautaire. Est-ce que ce n'est pas un système qui peut fonctionner également avec un État qui est supranational, qui n'a plus aucune légitimité démocratique, effectivement, et une base qui est découpée, qui est émiettée sous forme de communautés d'intérêts, à la fois ethno-raciales ou industrielles, des lobbies qui systématiquement tendront à tirer la couverture de leur côté et à orienter la politique du prince. Est-ce que ce n'est pas un modèle vers lequel on va ? De plus en plus, on parle d'un système impérial, on parle de l'empire, un système d'empire qui reviendrait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ? Autrement dit, un État qui est surplombant, qui est vraiment au-dessus d'un ramassis de peuples, qui n'a plus aucune unité réelle, et à la base un rassemblement de gens sur des intérêts qui sont communs, mais qui ne sont pas du tout ni discutés ni démocratiques. Le problème de cette transformation vers l'empire ou vers la logique supranationale, c'est effectivement la question démocratique. Après tout, on a pendant longtemps vécu sans démocratie. La logique impériale peut se passer parfaitement de démocratie, ou en tout cas installer un simulacre de démocratie. Et dans l'histoire, ça fonctionne très bien. La seule chose que l'on peut remarquer, c'est que finalement, la logique de nation est celle qui a associé la meilleure prospérité et la meilleure protection au peuple. La question, c'est qu'aujourd'hui, la logique supranationale fonctionne sur une logique de destruction des protections de ces peuples-là. Donc, je crains malheureusement que cela ne fonctionne que si on éradique complètement la démocratie et qu'on passe à des régimes autoritaires, qu'on les appelle démocratures ou autres. Je ne suis pas sûre que ce soit un progrès humain.
Et je ne suis pas sûre qu'à terme, cela nous assure une quelconque prospérité. Non, ça, c'est à peu près certain. Ça, c'est clair que là, on fait le deuil, on passe vraiment à un autre monde, quoi. Ce serait vraiment la fin de ce qu'on a appelé la modernité. Oui, c'est un monde, c'est le retour à l'allégeance. C'est-à-dire, c'est un monde où finalement, ce n'est plus la raison qui guide les hommes. C'est leur soumission à un pouvoir. C'est la féodalité, en fait, elle repose essentiellement sur un concept de loyauté dans une société extrêmement hiérarchisée, dans laquelle chacun a sa place, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit en termes de pouvoir, etc. C'est une logique qui est très facile à comprendre, qui est celle de la famille, entre guillemets, donc celle dans laquelle on baigne dès l'origine, et qui ne demande aucun effort d'abstraction, aucun effort finalement d'élévation au-dessus de ses obsessions pour aller rencontrer l'autre. Ça peut très bien fonctionner, mais ça fonctionne, j'allais dire, comme un troupeau de bétail. Le troupeau de bétail, vous ne lui demandez pas son avis. Du moment qu'il y a un chien et un berger, ça fonctionne très bien. Et nul n'a besoin de posséder d'autres autorités que celle du chien et que celle du berger. Est-ce que vous verriez dans ce tableau un peu noir qu'on vient de dresser, est-ce que vous verriez des pistes qui permettraient d'infléchir la tendance? Parce que vous parliez de nation, mais est-ce que la nation aujourd'hui, qui est une notion de gauche d'ailleurs qu'il faut rappeler à l'origine, est-ce que la notion de nation est encore à l'échelle du monde? C'est-à-dire, est-ce que, vous voulez dire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore penser relancer une société politique sur la base de la nation? Oui. C'est une vraie question, hein. C'est une question qui me semble ouverte. À mon avis, pour les sociétés démocratiques, seule la base de la nation peut fonctionner. La question, c'est est-ce qu'on est encore attaché à la démocratie? Et je pense qu'on peut poser la question de cette manière-là, parce que le sentiment que j'ai, c'est que non seulement cette démocratie est attaquée, mais surtout qu'elle n'est plus vraiment défendue. Et notamment, elle est relativement... on a traversé le mouvement des Gilets jaunes, qui était assez impressionnant, et on a cru voir à l'intérieur de ce mouvement-là la résurgence de l'intérêt collectif. Un peuple qui, depuis longtemps, ne s'était pas manifesté de manière aussi radicale, en dehors des cadres institués. Est-ce que vous voyez, vous, dans ce mouvement, la possibilité, un germe de la renaissance de quelque chose? Non. Sincèrement non, parce que pour moi c'est un mouvement qui est assez classique. On avait l'impression d'une jacquerie et les jacqueries n'ont jamais rien changé. Pourquoi? Parce qu'en fait une jacquerie, ou ce qu'on a vécu au moment des Gilets jaunes, c'est encore un appel au pouvoir. Les Gilets jaunes ne voulaient pas le pouvoir. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils ont en général coupé les têtes de tous ceux qui dépassaient, parce qu'en fait ils n'étaient pas dans une logique de proposer un projet commun, de faire émerger un leader et de proposer démocratiquement ce projet. Ils se tournaient vers l'État en leur disant « on est en souffrance, on ne s'en sort pas, regardez-nous, entendez-nous, écoutez-nous, proposez-nous quelque chose ». Ils n'étaient pas dans une logique de rupture. Ils l'exprimaient peut-être avec une certaine violence, avec une certaine colère. Il y avait... un ressentiment très clair qui s'affichait, mais ils étaient dans l'attente d'une réponse de l'État. Ils se tournaient vers leurs élus et vers leurs représentants en leur disant « on est là, on existe, regardez-nous ». Et en fait, on ne les a pas regardés, on ne les a pas entendus. C'était quand même assez intéressant de voir à quel point on est rentré dans des logiques pré-révolutionnaires, parce que le fait de créer des cahiers de doléances ne pouvait, nous en tout cas, nous renvoyer qu'à la dernière période des cahiers de doléances qui était la Révolution. Le fait est que de ces cahiers de doléances, on n'a absolument rien fait. Je ne sais pas, il paraît qu'il y avait des caisses et des caisses entières. Personne ne s'est soucié de savoir ce que les Français avaient bien pu écrire ou dire à l'intérieur. On nous a promenés de manière... Pour le coup, Emmanuel Macron a utilisé cette histoire de cahier de doléances pour relégitimer son pouvoir, mais tenir compte de ces réelles doléances, ça, tout le monde s'en est moqué éperdument. Mais il y avait tout de même, dans le mouvement des Gilets jaunes, une espèce de... Enfin, nous, quand on en a parlé, on avait l'impression que c'était une espèce de nostalgie d'une France que vous avez décrite, c'est-à-dire la France
de la nation, des institutions comme l'école, etc. Il y avait beaucoup ces revendications qui nous paraissaient aussi irréalistes parce que on avait l'impression qu'ils voulaient simplement revenir à une époque qui n'existait plus. Et justement, on se posait cette question-là, c'est pourquoi la République, la laïcité, des choses qui autrefois étaient force de rassemblement, pourquoi elles ne font plus rêver, pourquoi on a l'impression que la machine est en panne, en fait, la machine républicaine est en panne. Et vous aviez quelques réponses, en fait, dans certaines interviews. Vous voyez aussi la laïcité comme quelque chose de transcendant, quelque chose de... oui, une spiritualité, des choses comme ça qui pourraient nous rassembler. Est-ce que justement dans ces revendications des Gilets jaunes, il n'y avait pas cette volonté-là aussi de refaire renaître cette nation, même de manière naïve en fait? En tout cas, ce qui était compliqué, c'est que les revendications étaient très peu portées. Autrement dit, le constat d'une souffrance sociale était exprimé, mais elle ne se traduisait pas forcément par des demandes politiques extrêmement concrètes. Tout cela était très flou. C'était plus l'expression d'une douleur que la désignation d'un chemin possible. Donc ça, c'est le premier souci. Et il se trouve qu'en face, il n'y a pas eu de proposition non plus qui pouvait en décrire un. Pourquoi je pense que la démocratie, ça demande quand même un certain respect du peuple en tant que tel, même si c'est une notion extrêmement abstraite que ce peuple. Et en tout cas, ça demande une vraie confiance dans la raison de l'être humain. Or, ce que je vous ai expliqué sur la construction de la politique européenne, c'est que en fait, aujourd'hui, les élites estiment que le peuple n'est pas à la hauteur. Si elle pouvait changer de peuple, elle le ferait bien volontiers. Oui, parce que, par exemple, ce qu'un politique comprend très bien, c'est que vous pouvez avoir la meilleure solution du monde sur le papier. On s'en fout éperdument. La question, c'est de savoir si vous arriverez à mettre en ligne des gens pour qu'ils fassent émerger cette solution, pour qu'ils la rendent concrète. La force du politique, c'est d'arriver à unir dans un but commun. Pour ça, si vous êtes un technocrate, c'est très contrariant. Parce que pour arriver à faire l'union, vous allez devoir en rabattre sur ce qui vous paraît être la solution technique la plus évidente. Quand vous êtes technocrate, le peuple est donc un facteur d'empêchement de gérer en rond, si je puis dire, avec ses revendications, avec son incapacité à supporter le déclassement. Alors que quand vous êtes en haut de la pyramide, le déclassement d'une partie du peuple ne vous pose aucun problème. Vous ne le vivez pas. C'est donc pas un souci. Et quand vous pensez que vous détenez la solution idéale et que le peuple n'est qu'un empêcheur de la mettre en œuvre, à ce moment-là, le latéraliser semble être la meilleure solution. Et vous le faites avec la meilleure intention du monde. Vous le faites pour son bien. Vous ne comprenez pas qu'en fait, vous êtes en train de tuer toute la logique démocratique. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La communication est complètement rompue parce que le haut de l'appareil pense qu'il agit pour le mieux et que ce peuple stupide ne comprend pas ses intentions. D'ailleurs, regardez à quel point, quand un peuple se révolte, quelle est la première réaction du politique? C'est de dire « Ah merde, j'ai dû louper ma communication ». Ben non, c'est peut-être que ton but n'est pas partagé. Et ça, c'est un bien plus gros problème que la question pure de communication. Et à vous entendre, alors je repose ma question, à vous entendre, on a quand même l'impression d'une situation qui est bloquée de tous les points de vue. Quel pourrait être pour vous le chemin, les espoirs, les voies qui permettraient d'infléchir la trajectoire mortifère sur laquelle nous sommes entraînés? Pour moi, la situation concrètement ne devrait pas être aussi pire. Malheureusement, parce que nous n'avons pas les hommes politiques à la hauteur, il est probable qu'elle continue à se dégrader. Pourquoi je dis qu'elle ne devrait pas être aussi pire? Parce que je reviens sur la question de l'école. À partir du moment où on remet l'école au cœur de la formation du citoyen, à ce moment-là, la laïcité reprend tout son sens. La laïcité n'est pas liée aux religieux.
Ça, c'est très clair. Mais normalement, qui est censé incarner cette flamme? Ce sont nos représentants. Si nos représentants sont des technos et sont incapables de faire vivre ce qu'est le sens de nos sociétés, à ce moment-là, on n'arrivera pas à recréer un commun. Donc cette idée de nation, elle vient aussi de la capacité que l'on a à donner une expression particulière à cette nation. Or, aujourd'hui, on a des politiques qui voudraient qu'on se fonde dans la mondialisation et que cette mondialisation écrase toutes les identités des différents peuples. Ça, c'est impossible. Il y a aussi cette question-là sur la laïcité, parce que c'est vrai qu'on présente souvent, d'ailleurs c'est souvent les milieux islamistes, communautaires qui vont le poser comme ça, c'est-à-dire la laïcité comme on dit, comme la publicité de McDonald's, venez comme vous êtes, on vous accepte tel que vous êtes, et donc une vision de la laïcité très libérale, multiculturelle, et donc on parle aussi de laïcité à la française, où c'est plus une adhésion à un projet commun, et vous aviez une manière de le présenter qui était assez intéressante sur le côté justement un projet presque spirituel. Mais oui, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la laïcité ne se résolvait pas à la séparation de l'Église et de l'État. C'est une partie de la laïcité, mais la laïcité politique, ça va bien au-delà de ça. La laïcité, en fait, c'est un projet d'émancipation. Comment est-ce qu'on justifie, en règle générale, l'exercice d'un pouvoir? Vous avez un système qui a très bien fonctionné pendant des années, qui était le rapport au divin. On expliquait que finalement, le pouvoir, le roi, était censé être le représentant de Dieu sur terre et donc d'appliquer des principes divins. La laïcité va casser tout ça, elle va faire de la raison de l'homme le cœur de la justification de pouvoir et de la légitimité du pouvoir. Ce que la laïcité dit, c'est que les hommes sont dotés de raison, sont dotés d'une capacité de débat, d'une capacité d'échange, et que sur la base de cette raison, ils peuvent justement définir les principes qui vont les lier, qui vont constituer une société politique. Pourquoi c'est une transcendance? Parce que cet exercice va leur demander justement de se détacher de leur sexe, de leur appartenance religieuse, de leur appartenance philosophique, de leur appartenance ethnique, pour essayer d'aller vers cette forme abstraite de l'être humain qui est le citoyen. Et le citoyen, lui, est le dépositaire, ou en tout cas celui qui est en quête de la définition de l'intérêt général. Et donc nous devenons citoyens quand nous arrivons à nous accorder sur ce qu'est l'intérêt général d'un peuple et d'une nation. C'est à la fois quelque chose qui demande une grande capacité d'abstraction, qui demande un effort spirituel réel, puisque l'idée c'est de dire j'abandonne mes particularismes que je réserve à la sphère privée. Dans cette sphère privée, j'exprime justement tous ces particularismes-là. En revanche, quand je pars dans la sphère publique, dans le domaine public, à ce moment-là, j'essaie de m'élever au-dessus de mes desiderata propres pour aller rencontrer l'autre, pour faire œuvre de raison et trouver donc ce qui peut nous unir et nous faire agir ensemble. La politique, c'est de l'action. Ça doit se traduire d'une manière concrète. Et je pense que c'est ça le cœur de la laïcité à la française, moyennant quoi la laïcité à la française, c'est une forme de légitimation du pouvoir démocratique. Ce faisant, effectivement, ça va demander une capacité d'abstraction et de ne pas être obnubilé par ses propres références et son propre monde intérieur, de manière à pouvoir rencontrer l'autre. Et à ce titre-là, c'est un exercice d'émancipation qui est difficile, mais qui vous permet d'acquérir une dimension spirituelle complètement autre. Vous venez d'entendre la deuxième et dernière partie de l'entretien avec Céline Pina. Une société multiculturelle est-elle viable? Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien d'Hérétique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.